Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les recherches se poursuivent afin de retrouver d'éventuels survivants du naufrage qui a eu lieu au large de l'île de la Tortue. Selon le directeur général du CEMANA, Éric Prévost Jr., 7 personnes sont toujours portées disparues. Nouvelle saisie d'armes et de munitions au port de Saint-Marc. Au cours d'une vérification ce jeudi 20 août, au parking RGA, les agents des douanes ont découvert ces matériels dissimulés dans une boîte à outils et se trouvant à bord d'un véhicule. La grève des greffiers se poursuit dans les 18 juridictions du pays depuis environ 3 semaines et toutes les activités juridiques sont paralysées sur l'ensemble du territoire national. Le doyen près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, annonce que des pourparlers sont en cours entre le ministère de la Justice et le syndicat des greffiers. Au cours d'une vérification ce jeudi 20 août, les agents des douanes du bureau de Saint-Marc ont procédé à la saisie d'armes à feu et de munitions dissimulées dans une boîte à outils se trouvant à bord d'un véhicule. Selon un rapport de la police, il s'agit de fusils de calibre 9 mm de marque Draco et de fabrication roumaine et d'un pistolet de calibre 9 mm de marque Beretta. 7 personnes sont toujours portées disparues après le naufrage d'un voilier mercredi au large de l'île de la Tortue. Venant de Saint-Louis-du-Nord, ce petit navire transportait une trentaine de personnes, selon le directeur général du CEMANA, Éric Prévost Jr. Au moins 14 corps ont déjà été repêchés, explique-t-il, ainsi que 9 survivants, selon un bilan qui reste partiel, explique le responsable. C'est un voilier qui s'appelle Anselita et que pilotait M. Gentil, l'amateur. Et c'est vraiment douloureux d'annoncer au grand public, au peuple haïtien, à la communauté maritime, ces pertes en vies humaines. Oui, il a coulé et surtout, il faut dire que c'est à cause de la température, c'est à cause de la situation et de la mer. Et la mer, il y a eu des grosses vagues. Des grosses vagues, c'est la raison pour laquelle on a eu ce terrible accident en mer. Donc c'est un gros coup de vent et une mer déchaînée agitée, qui est à l'origine donc de ce drame. Ce drame s'est passé à quelle distance de la côte? C'était plus proche de l'île de la Tortue que la ville Saint-Louis-du-Nord, parce que le bateau a laissé la ville de Saint-Louis-du-Nord aux environs de 12h30, 1h, et c'est à 16h qu'on a eu ce naufrage. On n'a pas encore fait le décompte, mais cependant, on a un petit peu et certaines personnes qui sont déjà à l'île de la Tortue et certaines qui sont déjà à Saint-Louis-du-Nord. Qui est allé à la rescousse des naufragés? Généralement, ce sont les gardes-côtes, le CEMANA, la protection civile et les mairies, généralement. Le gouvernement américain, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a fourni $1 million à la Croix-Rouge américaine pour aider Haïti à répondre à la pandémie du Covid-19. À travers ce projet, la Croix-Rouge américaine soutiendra la Croix-Rouge haïtienne pour la mise en œuvre des interventions de lutte contre le Covid-19. Les avocats de la partie civile et les plaignants dans le dossier Petro-Caribé applaudissent dès demain la publication de la dernière tranche du rapport d'audit sur la gestion des fonds vénézuéliens.
En conférence de presse ce jeudi, ces derniers demandent donc à la justice d'assumer ses responsabilités. Elle dit que c'est le président non impliqué, non gaspiller l'argent peuple, ou pas qu'à bailler job, ou pas qu'à mettre sécurité dans le pays. Et puis qui soit fait Kodoya. D'abord, peuple haïtien révoqué Jovenel Moïse depuis 2018. Troisième tranche rapport, il clair toujours, nous c'est toujours des gens qui toujours nés dans la corruption. Nous pas qu'à accepter un régime sanguinaire, un régime sans maman, à continuer piétiner au peuple. Ce Kobla, c'est nous qui payons Kobla. Et puis j'aime faire, monsieur Damio, yo gaspille Kobla. Justice, nous voulons. Et pendant nous voulons, il faut que appareil justice nous. Pour la tenue de ce procès, il faut une épuration au sein de l'appareil judiciaire. Parce que ce procès ne pourra être organisé, ce procès ne pourra avoir lieu avec système judiciaire non malade là. Les mêmes populations pratiquement qui sont principales victimes pour le comprendre qu'il est de son devoir de rentrer davantage dans la bataille. Et s'il ne pas rentrer dans la bataille là, je garantis que le procès ça pas jamais matérialisé. S'il ne pas rentrer dans la bataille là pour contribuer au renversement, au chambardement de cette équipe qui est fondamentalement impliquée dans la dilapidation du fonds et particulièrement chambardement Jovenel Moïse, eh bien procès ça, il pas fait un paquita, un panago. Les greffiers des 18 juridictions de justice du pays sont en grève depuis environ 3 semaines, ce qui paralyse toutes les activités judiciaires sur l'ensemble du territoire national. Les conditions de fonctionnement des greffiers dans les tribunaux doivent être améliorées selon le secrétaire général du syndicat des greffiers haïtiens, Maître Cadet Élysée. Dans une interview exclusive accordée à Métropole jeudi, le doyen près du tribunal de première instance de Port-au-Prince se dit lui aussi conscient de la situation. Mais Maître Bernard Saint-Ville annonce que des pourparlers ont déjà commencé entre le ministère de la Justice et le syndicat des greffiers afin de résoudre cette crise dans un bref délai. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Presque au moment où le ministre de la Justice, Maître Rockefeller Vincent, annonçait une stratégie de désengorgement des prisons du pays sur le thème « Sans prendre souffle » pour lutter contre la détention préventive prolongée dans les centres carcéraux de la République, les greffiers des 18 juridictions sur toute l'étendue du territoire national ont entamé une grève. Le syndicat des greffiers haïtiens, SIG, demande au ministère de la Justice de plancher sur la situation de ses membres et d'améliorer leurs conditions de travail. Considérés comme la plume du juge et la mémoire du tribunal, les greffiers souhaitent pouvoir rêver à un autre avenir pour eux et pour leurs familles. Et c'est le secrétaire général du syndicat des greffiers haïtiens, Maître Cadet Élysée, qui rappelle les conditions dans lesquelles évoluent ses pairs tout en présentant ses exigences. Statut particulier greffier de service judiciaire d'Haïti, qui est dans le ministère depuis novembre 2017, et que service juridique là travaille sous lui, il y a pour aller pour voter dans le Parlement. Certes, qu'on n'a pas de Parlement, nous connaissons la présidence qui a sorti un décret pour réglementer fonction greffier, qui a résoudre problème greffier à 90%. Il y a un salaire là-dedans, il y a tout ça, devoir avec droit greffier à gagner. 4 débits avec les fameux sanorélés qui c'est relèvement salarial là. Bon, c'est deux points de revendication nous avec statut qui est prioritaire pour nous actuellement là. C'est cadre de débit, c'est statut particulier greffier que nous attendons pour et ministre santé prend engagement pour aller en conseil des ministres avec pour l'été voter. Jusqu'à date pour qu'on gagne qui fait. Donc nous avons mot d'ordre grève là, nous attendons ministre on signe qui montre qu'il y a un indice que nous avons avancé avec le ministère. 2 avocats rencontrés au tribunal se plaignent des dommages collatéraux provoqués par la grève des greffiers dans les différentes juridictions de la République. Maître Milfort Pasquette et Maître Arnel Rémy, avocats au barreau de Port-au-Prince, reviennent à la charge pour dénoncer la négligence des supérieurs hiérarchiques des greffiers qui font fi des exigences de ces maillons importants de la chaîne judiciaire d'Haïti. Écoutez tour à tour Maître Milfort Pasquette et Maître Arnel Rémy. C'est que lorsque greffier pas fonctionné, aujourd'hui des dossiers qui en souffrance, il y a un pile dossier que client ou même qui besoin
dans ça une bonne distribution de la justice, ils viennent pénaliser par rapport à ça. Parce que il y a des gens qui t'a dû libérer, pas qu'un siège correctionnel, ni criminel, ni civil, parce que greffier eux-mêmes, ils ont en grève. Ça que nous avons demandé, il faut que bien traiter greffier qui viennent permettre que nous-mêmes, étant qu'avocats, et justice, eux-mêmes, sont capables de joindre justice que la loi pays, la Constitution lui prévoit que tout citoyen a de jouer dans le système. Nous estimons nécessaire que, au sein de ce système, que les disparités soient éliminées, soient éradiquées. Et nous-mêmes exhorter l'autorité au Chita. La conséquence de cette grève, ce sont les prisonniers politiques qui le paient. Ce sont les personnes écrouées dans les prisons civiles qui le paient. Ce sont les justiciables qui en subissent les conséquences. Ou qu'à comprendre que avec cette grève, le droit d'accès à la justice est violé. Doyen près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville se dit lui aussi préoccupé par la situation. En bon père de famille, il aimerait ramener tous les concernés autour de la table. Toutes les activités judiciaires sont paralysées au tribunal, mais en tant qu'administrateur responsable, Maître Bernard Saint-Ville se propose d'entendre certaines affaires urgentes, que ce soit à huis clos ou sur demande express des parties. Mais greffier pour mettre nous, dit tout même tout conscient de paralyser fonctionnement activité qui est dans le tribunal là, mais vous avez au moins autorité au chita avec eux, même là vous pas capable de satisfaire toute revendication gagnée, mais au moins vous avez dit qui démarche qui fait dans sens satisfaction revendication. Mais l'issue de la crise semble proche, si l'on en croit les propos du doyen près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ceci aura peut-être des retombées positives sur toutes les juridictions du pays, selon Maître Bernard Saint-Ville que nous écoutons. C'est ça que fait matin, je suis accompagné d'une délégation de magistrats qui a rencontré avec le ministre de la Justice. Le ministre pour mettre nous à la fin de la journée près de nous pour nous capable faire une rencontre délégation magistrat ça avec greffier pour nous voir comment capable nous issu dans la crise ça. Les greffiers au campé, on sent que c'est tout tribunal là qui pas travaille vraiment parce que greffier c'est mémoire tribunal là. Greffier c'est plume juge là n'a pas qu'à faire rien effectivement sans que il n'a pas gagné assistance greffier parce que tout ça qu'il faut qu'il consigner non procès verbal et greffier à la prendre note de tout ça qui dit dans l'audience. Par cette grève systémique qui se poursuit depuis près de mois, les greffiers veulent rappeler à tous que leur place est d'une importance capitale au sein des rouages judiciaires de la nation. Sans eux, le système est moribond. Il y a quelque temps, ce sont les juges de paix qui faisaient la grève pour attirer l'attention des responsables sur l'état lamentable des tribunaux. Si rien n'est fait, en octobre prochain, ils reprendront leur mobilisation de plus belle. L'ensemble du système judiciaire semble malade, mais on peut du reste se demander s'il existe un hôpital capable de le soigner. La vie reprend son cours normal au bicentenaire après plusieurs mois de violence provoquées par des groupes armés qui y faisaient régner la pluie et le beau temps. Les circulations automobiles et piétonnes ont repris. Certaines entreprises qui se trouvent dans le secteur recommencent à fonctionner et les agents de la PNH sont de nouveau présents. Ce climat de tranquillité constaté au bicentenaire est-il définitif ou temporaire? Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Ce jeudi, le bicentenaire montrait un meilleur visage que durant ces derniers mois. Les barrages érigés par les agents de la PNH ont été enlevés et certaines boutiques commencent à rouvrir leurs portes. Les mécaniciens sont de retour, tout comme les motocyclistes qui sont remarqués à leur point de stationnement habituel, notamment devant l'entrée principale du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Des écoles professionnelles, des restaurants installés dans la zone depuis des lustres fonctionnent normalement. Devant les maisons, de nombreux citoyens discutent entre eux et bien d'autres peuvent être qualifiés d'observateurs curieux. Les marchands ambulants sont actifs et les agents des unités spécialisées de la PNH en sont présents en permanence dans les parages. En ce qui concerne la circulation, des tap-tap font des va-et-vient en toute quiétude et l'on observe aussi des véhicules privés. Plusieurs camions de marchandises circulent à nouveau sur cette artère qui connecte divers départements du pays. C'est dans ce climat apparemment paisible que les employés des différentes institutions étatiques implantées dans la zone ont regagné leurs bureaux et travaillent désormais sans crainte. Cette paix qui saute aux yeux est-elle fragile ou définitive? Difficile de répondre car la violence ne prévient pas.
Toujours au bicentenaire, un autre aspect attire l'attention, c'est l'insalubrité. Difficile pour les piétons de marcher avec insouciance. Partout, l'eau et la boue débordent des canaux non curés. Qui plus est, des amas de détritus accueillent les usagers de différentes institutions, notamment celle de l'électricité d'État d'Haïti. L'atmosphère paraît sereine, certes, mais quand l'insalubrité se mêle de la partie, la circulation est loin d'être une partie de plaisir. Incroyable mais vrai, la zone du bicentenaire commence à retrouver son calme. La circulation est fluide et les activités reprennent petit à petit. Toutefois, la peur ne disparaîtra pas du jour au lendemain selon les riverains de la zone sous le couvert de l'anonymat. Les démonstrations violentes qui ont eu lieu récemment sont encore fraîches dans leur mémoire, ont-ils souligné. Mais ce qui est certain, c'est que la vie reprend son cours normal. Dans l'intervalle, s'il faut parler du bicentenaire d'autrefois, le ministère des TPTC doit jouer sa partition. Claude Désir et Rudolf Pierre-Louis pour TD Métropole. Hier, mercredi 19 août, nous avons eu le plaisir de recevoir sur notre plateau le recteur Robert Charles, président de la conférence des recteurs et des présidents des universités d'Haïti Corpua. Mais l'actualité tragique du naufrage au large de l'île de la Tortue ne nous a pas permis de diffuser cette interview. Nous vous invitons donc à écouter ce que le recteur Robert Charles a à nous dire de cette entité. Un nouveau bureau a été installé ce matin même à la tête de la conférence des recteurs et des présidents d'universités d'Haïti Corpua. On a bien dit des universités, de l'ensemble des universités, aussi bien privées que publiques. Pour nous présenter un peu cette structure, nous avons avec nous ce soir en studio le nouveau président de cette entité, le recteur Robert Charles. Bonsoir, monsieur le recteur, et bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir, un privilège pour nous d'être invités ce soir à Métro News en notre qualité de président de la conférence des recteurs et président d'université haïtienne, la Corpua. Bien, écoutez, comme nous avons affaire au président de cette structure, vous allez pouvoir nous dire quelle est la principale mission de cette entité et comment est-ce que vous avez... D'abord, est-ce que vous avez toutes les universités qui sont membres de cette entité et quelle est votre mission principale? Et merci. La Corpua est une institution nationale qui est composée des universités publiques et privées. Pour le moment, la Corpua compte 18 universités, dont 6 publiques et 12 privées. Permettez que je dise également, au niveau des universités publiques, la plus connue, c'est l'Université d'État d'Haïti. Mais il y en a d'autres qui s'appellent les universités publiques en région. Oui. Il y en a une université publique dans la ville d'Ekaï, dans la ville de Gonaïves, à Jacmel, au Cap-Haïtien, à Port-de-Paix, à Miragouane, etc. Ça, c'est pour les NIP. Et au niveau du département de l'Artibonite, il y en a 2. Il y a une université publique dans le Haut-Artibonite, dont le siège est au Gonaïves, et une autre dans le Bas-Artibonite, dont le siège est à Saint-Marc. Donc, pour le moment, nous sommes 18. Très bien. Et quelle est donc notre mission? Depuis la création de cette corporation... Qui date de quand, la création? La création date de 2012. 2012. 2012. Très bien. C'est donc une institution relativement jeune. Relativement jeune. Oui. Donc cette structure a été mise en place pour répondre à un besoin de réflexion et de proposition après les événements du 12 janvier 2010. Oui.
À ce moment, les universités haïtiennes étaient sollicitées par des collègues de l'étranger pour pouvoir s'informer de ce qui se passe en Haïti et quelles sont les mesures que l'université peut proposer pour s'attaquer aux défis de ce tremblement de terre. Donc, comme nous n'avions pas cette structure, automatiquement, et les dirigeants de plusieurs universités ont pris contact et finalement, la structure a été mise en place. Donc, de 2012 à aujourd'hui, nous avions connu 3 présidents. Le premier, c'était l'ancien recteur de l'Université d'État d'Haïti, le recteur Jean-Henri Vernet. Le deuxième, c'est Fritz Desormes. Et le troisième, c'est votre serviteur. Très bien. Dites-moi, est-ce que cette structure, est-ce que vous êtes sous la tutelle du ministère de l'Éducation ou ça n'a rien à voir? C'est une structure autonome, indépendante, qui a bénéficié par arrêté du président de la République du statut de personnalité civile. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, c'est notre partenaire privilégié, mais nous ne sommes pas sous sa tutelle. Très bien. Bien, oui, en effet. Maintenant, quels sont vos domaines d'intervention, finalement? Est-ce que vous intervenez dans... Je sais que votre spécialité, c'est les curricula, mais est-ce que vous intervenez dans les programmes? Est-ce que vous orientez? Est-ce que vous faites des suggestions? Est-ce que vous arbitrez les conflits qui peuvent exister? La mission, je dirais, primordiale de la Corpua, c'est de contribuer à la modernisation, à la rénovation du secteur de l'enseignement supérieur. Depuis 33 ans, nous remontons aux années 1987, on a constaté une descente aux enfers. On a constaté une dérive de l'enseignement supérieur. Et cette dérive se répercute sur la formation des ressources humaines. Tout le monde maintenant fait le constat que nous avons un manque de ressources humaines. S'il y en a en quantité, ils ne sont pas en qualité. Donc, par conséquent, nous nous donnons comme mission d'apporter une contribution non négligeable pour accélérer un processus de modernisation, un processus de rénovation du système. Mais, monsieur le recteur, est-ce que cette descente aux enfers dont vous parlez et que tout le monde a constaté, est-ce qu'elle n'est pas la conséquence directe de la descente aux enfers de tout le système éducatif haïtien, à commencer par le secondaire? Bon, il faut dire, le système éducatif haïtien a entamé sa descente aux enfers fin des années 70-80. Lorsque les autorités compétentes ont compris qu'il faille quand même apporter des remédiations, on avait organisé une certaine réforme en général que l'on appelle couramment la réforme Bernard, qui date de 1982. Oui. Donc il faut dire que cette descente aux enfers en amont a des répercussions en aval. Cela veut dire que l'université qui opère en aval en pâtit également de cette descente aux enfers. Bien sûr. Mais nous avons constaté que la situation dégénère, devient pire de 1987 à nos jours. Donc c'est pourquoi nous autres, au niveau de la Corpua, nous pensons que tout n'est pas perdu. Nous nous regroupons en corporation, c'est pour pouvoir mieux nous armer, mettre ensemble nos ressources, toutes nos ressources, pour apporter une réponse appropriée à cette problématique.
Et nous croyons que nous arriverons quand même à inverser la tendance, à modifier le paradigme. Monsieur le recteur, si vous deviez mettre le doigt sur la raison principale à l'origine de cette descente aux enfers, qu'est-ce que vous diriez? Et la raison, vous savez que les données politiques sont impératives. Les données politiques exercent, je dirais, une certaine pesanteur sur l'ensemble des activités, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales. De 87 à aujourd'hui, nous constatons avec déchirement du cœur une instabilité chronique en matière politique. Et cette instabilité chronique en matière politique est la source fondamentale de tous les problèmes auxquels nous faisons face actuellement. Sans une stabilité, je dirais, relative, il n'y a ni progrès social, il n'y a ni progrès économique et il n'y a aussi ni progrès éducatif. Donc, on doit s'attaquer à la source pour pouvoir apporter les solutions appropriées. Au niveau de l'accord PUA, nous ne sommes pas des acteurs politiques, mais nous faisons des réflexions politiques comme universitaires. Nous avons identifié les éléments de blocage et nous travaillons pour apporter des solutions. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces éléments de blocage? Les éléments de blocage, je reviens encore. Vous savez que l'éducation, c'est la source de tout développement. Sans éducation, il n'y a ni développement social, il n'y a ni développement économique, il n'y a ni développement moral, il n'y a ni développement politique. On se rend compte, moins on est formé, plus on est méchant, plus on est capable de détruire soi-même et détruire sa nation. Qu'est-ce qui est arrivé chez nous depuis ces 33 ans? Nous constatons que rien ne bouge dans ce pays. Malgré les milliards dont on en parle, les Haïtiens deviennent plus pauvres, 3 fois plus pauvres qu'il y a 30 ans. Je disais ce matin, dans les années 1960-1970, le PIB de la République d'Haïti était supérieur à celui de la Chine, à celui de la Corée du Sud. Que nous avons d'ailleurs aidé au moment de son indépendance. Eh bien voilà que la Chine et la Corée du Sud sont des économies super développées et qui ont un PIB comparable à celui des nations de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique du Nord. Donc, le postulat, c'est que plus on est formé, plus on est lumière, plus on est capable de produire ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est agréable. Donc, éducation. Bon, écoutez, je ne peux être que d'accord avec vous, étant moi-même un ancien enseignant pendant pratiquement toute ma vie, ma première vie. Hein. Je ne peux que vous encourager, évidemment. Vous savez, ça m'a toujours fait un peu de peine d'entendre le bilan de certains politiciens disant nous avons construit 15 lycées, nous avons construit 25 lycées. Mais c'est quoi construire un lycée? Tant qu'on n'a pas formé les professeurs, on n'a rien fait. Socrate n'avait pas besoin de murs au-dessus de lui pour enseigner. On les considère, à mon avis, comme des éléphants blancs. Voilà, non, c'est un bâtiment sur lequel on a inscrit le mot école, mais qui n'a rien d'une école. Une école, c'est d'abord et avant tout un corps enseignant digne de ce nom. Bon, je pense que nous nous sommes donné cette mission, et peut-être, au cours de notre mandature, c'est l'un des chantiers auxquels nous allons nous attaquer, la formation des maîtres, la formation des enseignants.
permettez-moi de faire ce rappel historique. Je m'en souviens, dans les années 80, Haïti recevait des étudiants étrangers dans l'unique université publique que nous avions, l'Université d'État d'Haïti. Les fils de Tom Balbaï sont venus étudier la médecine et le droit en Haïti. Bien sûr. À cette époque, j'étais déjà professeur à l'Université adventiste, ci-devant, Institut franco-haïtien. On recevait des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais qui venaient se former en Haïti, en éducation, en théologie et en administration. 30 ans plus tard, nous sommes devenus parias. Ouais. Nous sommes devenus le bon dernier de la Caraïbe alors que nous étions le modèle. Bon dernier dont les diplômes ne sont même plus reconnus à l'étranger. Ça fait souffrir. Et nous travaillons dans le cadre de notre corporation pour revaloriser les diplômes haïtiens. Parce que nous étions respectés au Canada. Nous étions respectés en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Guinée-Conakry, que ce soit en RDA, que ce soit au Sénégal. C'est nous les Haïtiens qui allaient former ces Européens après l'indépendance dans les années 1960-1965. C'était des cohortes d'intellectuels haïtiens. Je vais vous faire une confidence. Lors d'une conférence à laquelle j'étais invité en 2012 à l'Université de Montréal, le recteur de l'Université de Montréal et les membres de la conférence des recteurs des universités québécoises avaient invité des recteurs haïtiens dans une conférence pour essayer de s'informer comment nous aider à surmonter les difficultés. Le recteur de l'université, après les 2 jours de conférence, nous a invités à un dîner spécial. Au cours de ce dîner, il a pris la parole pour nous remercier. Mais nous étions perplexes. Nous ne savons pas pourquoi il veut nous remercier. Il nous a dévancés déjà de quelques coudées, de centaines de coudées. Et finalement, il nous a dit, si je suis recteur et président d'université, je suis médecin, c'est à cause de vous les Haïtiens. Nous restons encore perplexes. Il a continué, il a dit, celui qui m'a formé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est un Haïtien. C'est le père de Madame Jean, qui fut la gouverneure du Canada. Michael Jean. Et puis, on a bravo. Il dit, heureusement, le Québec a tout payé déjà, parce que Madame Jean est devenue gouverneure du Canada. Cela, c'est un témoignage qui prouve que nous avions formé des ressources compétentes et qui étaient capables d'intervenir dans n'importe quel pays pour former des hommes et des femmes. Et c'est notre mission maintenant, comme la Corpua. Sans moyens, dans un pays déjà exsangue, va s'organiser pour normalement s'attaquer à ce chantier. Et c'est notre chantier phare. Nous allons contribuer pour que dans les décennies à venir, que nous soyons capables dans ce pays de former des hommes et des femmes compétents comme d'il y a 30 ans. Écoutez, je crois qu'il n'y a strictement plus rien à ajouter. En tous les cas, la tâche est immense, bien sûr, mais elle est surtout très noble. Et je vois avec la chaleur que vous avez mis, et l'émotion même que vous avez mise dans vos propos, que vous allez être un président de cette conférence qui va mettre tout son poids, toute son énergie, tout son savoir et toute son expérience afin que, non pas que nous retournions 30 ans en arrière, mais que demain, Haïti soit un peu à l'image de ce qu'elle a été pendant
des décennies et des décennies. Merci infiniment, monsieur le recteur. Si vous me permettez, je vous en prie. C'est juste mon dernier mot. D'abord, c'est de vous remercier de nous avoir invités. Je vous remercie au nom de la Corpua. Mais ce que je vous demande, c'est de ne pas faire l'économie des universitaires. Nous avons remarqué, pendant ces 33 ans, ceux-là qui sont les détenteurs des savoirs, des connaissances, de la culture, ne sont jamais invités pour se prononcer sur les grandes questions de la nation. Le plus souvent, on fait venir n'importe qui, je ne sais pas pour quelle raison. Mais nous avons des histoires à travers le monde qui a démontré partout, que ce soit en France, aux États-Unis, quand un problème est posé, il y a toujours, je dirais, quelqu'un qui a une expertise dans ce problème, dans cette problématique. On fait venir à la télévision, à la radio, pour dire le mot de la science, le mot et de manière rationnelle. Donc c'est ce vœu que j'émets à ce studio. La Corpua sera toujours disponible, non pas moi-même personnellement, mais nous avons des ressources compétentes qui sont prêtes à mettre leurs expériences et leur expertise au service de cette nation pour éclairer cette nation, car l'université est lumière. Écoutez, je crois que vous avez été entendu. En tous les cas, bonne note est prise et nous allons veiller à l'avenir d'avoir plus souvent des gens, peut-être d'autres recteurs de la Corpua à venir apporter leur lumière sur tel ou tel aspect de la chose. Et surtout, je vous promets personnellement que nous allons suivre vos progrès et qu'à tout moment, si vous souhaitez venir nous revoir pour mettre un point en lumière ou rechercher une aide ou un soutien quelconque, les portes de Métropole vous seront toujours ouvertes. Nous vous en remercions au nom de la Corpua. Merci infiniment, merci monsieur le recteur Robert Charles d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui nous parler donc de la Corpua, conférence des recteurs et des présidents des universités d'Haïti, universités publiques aussi bien que privées. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.